Je vous remercie. Avant de commencer, je voudrais remercier l'École française d'Athènes et mes chers collègues Odette Varon-Bassard et Hervé Georgelin. Je vais commencer par un petit parcours de les débuts du 19e siècle, car mon travail s'est fondé sur les archives ottomanes, sur les impôts, sur les registres de taxation des Témétoides et sur les archives de l'Alliance israélite universelle à Paris, et qui contient des archives, une correspondance qui est très importante concernant la fin du 19e et les débuts du 20e, c'est-à-dire il s'agit vraiment des transformations socio-économiques très importantes au sein de la communauté juive. Et donc, je prends un petit peu le fil dès les débuts. La communauté juive de Salonique au 19e siècle présente plusieurs centres d'intérêt. Son activité commerciale se présente dans l'artisanat local, les transformations sociales et économiques survenues vers la fin du siècle grâce au développement de l'éducation et à la diversification socio-professionnelle. Les Juifs venus d'Espagne à Salonique à la fin du XVIe siècle obtinrent le privilège de confectionner les draps destinés à l'armée et notamment aux janissaires. Ils avaient également sur la place de Salonique et de ses environs les droits de préemption pour la laine nécessaire à la fabrication de draps pour les janissaires. Ces droits et privilèges contribuèrent grandement à leur essor et à leur activité commerciale et industrielle dans la ville. Au milieu du XVIIe siècle, les dissensions intestines de la communauté juive, dues à la doctrine de Sabbatai Sevi, combinées au déclin de Venise, minèrent la position des Juifs de Salonique, au point qu'elle se trouva fortement affaiblie à la fin de ce même siècle. Toutefois, l'arrivée des Francos juifs de Toscane ou des Juifs livournais au cours du XVIIIe siècle marque un jalon important dans l'histoire de la communauté juive. Et on connaît très bien les familles Morpurgo, Saïas, Torres, Alatini, venues de Toscane, exerçaient une activité commerciale très importante. D'autre part, les Juifs établis à Vienne acquièrent à la fin du XVIIIe siècle les droits d'obtenir la nationalité autrichienne, ce qui favorisa l'activité commerciale des Juifs de l'Empire ottoman avec leurs coreligionnaires de la capitale autrichienne. Au cours de cette période, les Juifs de Salonique s'effectuaient une partie importante des opérations commerciales entre Salonique et Vienne. Je m'arrête là. Hein? Les Juifs constituent la composante la plus nombreuse de la population de la ville. L'examen de l'activité de la communauté juive de Salonique au XIXe siècle permet de constater qu'au début du siècle et jusqu'aux années 30, la communauté traverse une période de stagnation économique et sociale, aggravée par la concurrence exercée par l'importation des draps français et par l'abolition du corps de janissaires. On sait très bien que la communauté juive était imposée par le sultan, par l'État, de fabriquer les tissus, les abats de janissaires. Donc, déjà, après 1826, une fois que les janissaires sont abolis, ça portant un coup vraiment à l'activité de la communauté. Dans les années 30, la disparition des principaux négociants grecs de Salonique au cours de la guerre d'indépendance grecque favorisa la position des négociants juifs qui effectuaient pendant cette période une grande partie de leur commerce avec la France et la Grande-Bretagne. Les Juifs furent les premiers avec les Grecs à importer directement des manufactures de la Grande-Bretagne. Une grande partie des travaux se référant aux Juifs de Salonique et à leurs activités au XIXe siècle le présentent souvent comme ayant en majeure partie des métiers liés au commerce. Cependant, les registres de Témétoides nous révèlent une image plus diversifiée du profil socio-professionnel de la population juive de Salonique. En effet, en dehors des négociants qui pratiquaient le commerce international et le petit commerce, les Juifs occupent une place importante dans les différents secteurs de l'artisanat local.
L'enregistrement de la taxation des Témétus, selon la communauté d'appartenance et le nom du quartier d'habitation, nous fournit des éléments importants sur la position économique, les revenus annuels et le métier exercé par chaque contribuable vers le milieu du 19e siècle. L'impôt des Témétus était perçu sur les revenus personnels annuels provenant de tous les individus professionnels des contribuables et aussi sur les revenus de la propriété immobilière et de la propriété foncière et aussi de l'élevage dans les régions rurales. D'après nos sources ottomanes, le nombre de commerçants enregistrés dans les registres est très limité. Pourquoi? Car il convient toutefois de prendre en considération le fait que les commerçants juifs sujets occidentaux et ceux qui avaient un bérat leur assurant les mêmes droits que les sujets européens n'apparaissent pas dans les registres ottomans. En revanche, le nombre de marchands de céréales payant les Témétus s'élève à 178. Donc, les professions liées au commerce ne sont donc pas la règle dans la communauté. Nos sources nous permettent de constater qu'une bonne partie de la population juive a également des activités liées à l'artisanat. Aussi, ainsi, constatons-nous que le juif tient une place importante dans les activités. Et ici, je ne veux pas vous fatiguer avec les tableaux, il fallait peut-être le montrer. Et le métier lié au commerce font les 23% du total des effectifs enregistrés de la communauté. Après vient le domaine des services, le 26%. Le domaine du tissage, 15%, c'est-à-dire le fabricant des choukras qui ont pris la part de ceux qui travaillaient sur les abats, et les fabricants de soie, des tissus de laine. Aussi, le domaine lié à l'alimentation occupe 16% du total des effectifs enregistrés de la communauté. Et le domaine lié à la métallurgie, le 5%. Et aussi, nous avons les professions libérales, 3%. Ce pourcentage augmente beaucoup plus, on verra tout à l'heure, vers la fin du 19e siècle. Et donc, ayant ce tableau de la participation de la communauté juive aux activités artisanales, ayant une part importante par rapport aux autres communautés, et nous voudrons signaler une catégorie spéciale. Il existe une catégorie exemptée du Témétois qui mérite une attention particulière, celle des personnes enregistrées vivant d'aides diverses. Il y en a, c'est ce qu'il est écrit. Nos sources nous révèlent un nombre important de juifs parmi des personnes n'ayant pas le moyen de subvenir à leurs besoins, formant les 17% du total des effectifs enregistrés. Il s'agit de 520 personnes. Ces chiffres, comparés aux chiffres des autres communautés, par exemple, dans la population musulmane, représentent les 6%. Chez les juifs, les 17%, c'est un taux très élevé. Et il s'agit de 103 personnes pour les musulmans, et les communautés chrétiennes, il y a seulement 12 personnes. Donc, l'aide mentionnée dans les registres était-elle accordée par la communauté juive? Bien sûr, on ne peut pas se renseigner par les registres ottomans. Ces mêmes chiffres, comme je viens de parler, comparés à celui enregistré de la population musulmane et chrétienne, est nettement plus élevé. Toutefois, le nombre élevé des nécessiteux est très significatif des conditions de vie de la population juive et de la stratification sociale vers le milieu du 19e siècle. Au cours de cette période, bien sûr, il y a des établissements, des frères Modiano, des établissements de commerce, d'Anani Arditi, protégé française, et Fernandez Mizrahi. Nous observons donc que le négociant juif, courtier et commissionnaire des établissements occidentaux au début du siècle parvint vers le milieu du siècle à créer leur propre établissement. Mais qu'est-ce qui se passe juste après le milieu du siècle, et sachant que la communauté juive il n'a pas une classe moyenne aussi importante par rapport à la communauté grecque et par rapport à la communauté musulmane.
L'essor des échanges commerciaux des villes portuaires de l'Empire ottoman avec l'Europe occidentale, dû à la conjoncture politique et économique de l'époque, engendre l'expansion des liaisons maritimes et terrestres à Salonique. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, la concentration des transactions vers les villes stimule le développement de l'économie urbaine. La construction des lignes de chemin de fer reliant Salonique avec l'interland de la Macédoine et la liaison du port de la ville avec les ports occidentaux facilite la commercialisation de l'agriculture. L'adaptation de Salonique aux besoins du marché occidental et les transformations économiques et sociales survenues entraînent l'apparition de nouveaux groupes socio-économiques puissants. Au cours de cette époque, les commerçants juifs élargissent les terrains de leurs activités. Ils deviennent des hommes d'affaires, des banquiers, des fondateurs et actionnaires des banques privées et des entrepreneurs, des représentants des compagnies maritimes, on verra tout à l'heure, et enfin des industriels au moment de la création des premières industries à Salonique et dans la région de Macédoine. Ces hommes d'affaires aux activités très variées, on peut dire polyvalentes, juifs en majeure partie, tiennent entre leurs mains une part substantielle de l'économie de la ville et ils doivent en fait en grande partie leur prospérité, bien sûr, aux mutations de la structure économique et sociale de la ville. Et donc, nous avons le cas des associés à Latine et Modiano qui élargissent leur domaine d'activité et aux années 1890, crée la compagnie commerciale limitée de Salonique, spécialisée dans le commerce du tabac. Et toutefois, eux, passant des arrangements avec les principaux propriétaires terriens et les autorités locales, ils instaurent un quasi-monopole sur les exportations du tabac. Les Latini participent à la création des premières industries de Salonique, dont la plus importante était une minoterie, et après nous avons une briqueterie et une brasserie. En 1898, avec des capitaux de l'Anderbach Devien, les Alatines créent la Banque de Salonique, rachetée ensuite par la Banque parisienne des Pays-Bas et transférée à Constantinople en 1909. Outre la Banque de Salonique, il crée vers la fin du XIXe siècle la Banque Amar et la Banque Bienveniste. Les Alatini aussi, ils sont des puissants et des banquiers et des puissants bey et des gouverneurs et des banquiers du gouverneur de Salonique, pardon. Ici, on voit également que les notables et les hommes d'affaires juifs agirent à cette époque-là en bienfaiteurs à l'égard de leur communauté vers la fin du XIXe siècle. Mais ce qu'on constate, c'est que ces hommes d'affaires qu'on vient de dire, ces hommes d'affaires polyvalents, ne se contentent pas d'une bienfaisance destinée à leur communauté d'appartenance. Ils sont présents au contraire dans l'ensemble de la société de la ville. Tel est le cas du docteur Moïse Latini qui subventionne pas mal de fois des écoles grecques. Mais cependant, il faut signaler qu'il s'agit d'une élite peu nombreuse au sein de la communauté juive. Au cours de cette époque apparaissent de nouvelles formes de sociabilité, de comportements nouveaux sont introduits dans plusieurs aspects de la vie urbaine. Des associations sont fondées, dont la plus importante est le Cercle de Salonique, placé sous la présidence du gouverneur du Valais lui-même. C'est le lieu de rencontre des gens aisés qui assurent une sociabilité entre chrétiens, musulmans et juifs appartenant aux nouvelles élites urbaines. Relevons toutefois que cette sociabilité est élargie et concerne les groupes socio-économiques puissants, les groupes nouveaux puissants issus des transformations qu'on vient de décrire. Et le même cas est valable aussi pour le Fernandez Mizrahi aussi, qui s'occupe du commerce des céréales et qui possède également une filature de soie à la piémontaise, dont la production est envoyée en majeure partie à Marseille. Et nous savons aussi que Salomon Fernandez est également, au cours de cette période, consul d'Italie à Salonique.
Et pendant les travaux de démolition des remparts de la ville de Salonique, ils achètent des terrains sur le quai de la ville. L'existence des établissements de crédit appartenant aux Juifs, les nombres considérables des commissionnaires, le développement des liens avec la France, l'Italie, par le biais de l'éducation qu'on va mentionner tout à l'heure, et avec l'Autriche, lors de la construction des lignes de chemin de fer entre Salonique et Skopje, dont une partie fut financée par le baron de Hirsch, favorise grandement l'activité des Juifs. Toutefois, leur participation au commerce et aux opérations financières de la ville s'inscrivent dans le cadre du développement des villes portuaires importantes de la ville de l'Empire ottoman, telles que Salonique. Donc, quand il s'agit du progrès qui vient avec le développement de l'éducation, la formation en 1864 à Salonique d'un comité local de l'Alliance israélite universelle et la création de 2 nouvelles écoles au cours de la décennie de 1870 par l'Alliance et l'appui financier des principaux négociants juifs de la communauté, notamment de Moïse Alatini, en vue de l'introduction d'un système d'enseignement à l'occidental animé par des instituteurs venus de France. Tout cela entraîne une réforme de l'éducation qui apporta un progrès socio-économique certain dans la communauté juive. En 1973, une école des garçons subventionnée par l'Alliance israélite universelle est créée conjointement par l'association Anglo-Jewish Association, anglo-juive, et par la communauté juive de Salonique. Et en 1974, une autre école est créée pour les filles. 2 ans plus tard, un bâtiment est acheté grâce à une subvention encore de l'Alliance israélite universelle et un autre immeuble grâce à la subvention du baron de Hirsch pour abriter l'école des garçons. L'une des principales ressources du budget pour les écoles de la communauté est une taxe imposée aux articles d'exportation des négociants juifs. Nous avons encore une donation, l'école de Lippmann, qui fut créée en 1856 à Salonique par Moïse Alatini grâce à la donation des Rothschild. Donc, la création des écoles de l'Alliance au cours du 3e quart du 19e siècle constitue une étape importante dans le développement de l'instruction au sein de la communauté juive, ainsi que dans les mutations survenues dans le corps des métiers occupés jusqu'alors par les Juifs. Cependant, cette période est aussi marquée par la réorganisation de la communauté du fait de la présence de l'élément progressiste laïque dans l'administration. Le but des écoles de l'Alliance est l'enseignement laïque, l'éducation des filles et l'orientation professionnelle des jeunes vers les métiers adaptés aux besoins de l'époque. Les écoles de l'Alliance appliquent un système d'enseignement à l'occidental afin d'orienter le jeune juif vers les arts et les métiers. Des écoles sont créées à Volos, à Adrinople, Smyrne, Kavala, Monastir et à Constantinople. Au cours de la même période, on assiste également au développement de l'éducation sur le modèle occidental dans la communauté grecque orthodoxe, dans la communauté bulgare et dans la communauté musulmane de la ville de Salonique. Dans une lettre adressée en 1876 au comité central de l'Alliance israélite universelle, Moïse Alatini souligne que l'ignorance des métiers était sans doute une des causes les plus importantes de la misère dans laquelle se trouvait la majorité des Israélites de notre ville. L'application par l'Alliance d'un système d'enseignement laïque à l'occidental et l'orientation professionnelle des jeunes vers les nouveaux métiers de l'époque apporta un certain progrès socio-économique dans la communauté juive de la ville. Il convient de signaler que les écoles laïques de l'Alliance acceptaient aussi des étudiants chrétiens et musulmans et que de leur côté, les écoles grecques de la ville accueillent également des élèves juifs.
C'est ainsi que des ateliers d'apprentissage furent créés dans le but d'orienter les jeunes juifs vers des métiers adaptés aux besoins de l'époque, d'horloger, d'orfèvre, de tailleurs, etc. La lettre adressée encore en 1876 par Moïse Salatini au comité central de l'Alliance israélite universelle à Paris est très explicite à cet égard en disant que nos coreligionnaires se marient de bonheur, de sorte qu'ils se sont très vite surchargés des familles à la subsistance de laquelle ils ne savent comment pourvoir. Tout ça donne aux professions de négociants, de banquiers, de courtiers et de portefaix. L'adaptation du commerce de la ville aux conditions du commerce international engendra donc la diversification professionnelle dans la société juive par l'introduction de nouveaux métiers adaptés aux exigences de l'époque. Le nombre d'ouvriers formés par l'œuvre d'apprentissage de l'Alliance entre les années 1889 et 1898 s'élève à 233. Les filles étaient orientées en revanche vers les métiers de couturières, de gouvernantes, et plus tard, elles travaillent comme ouvrières dans les industries du tabac de Salonique. En 1887 fut créé l'atelier de jeunes filles, dont le but était l'orientation professionnelle des jeunes filles juives. Le français était la langue d'enseignement des garçons et l'italien celle des filles. Mais à partir de 1889, le français finit par devenir la langue unique d'enseignement, soutenue plutôt par des classes moyennes aisées qui se tournaient vers la culture française, tendance favorisée dans les écoles de l'Alliance. Les jeunes diplômés des écoles de l'Alliance qui connaissaient le français ou l'italien, dans une Salonique en voie d'occidentalisation, pouvaient devenir employés dans des sociétés à capitaux étrangers, dans le secteur commercial et bancaire, et se ménager aussi des perspectives d'ascension sociale. Et des filles devenaient aussi des institutrices. Les professions libérales présentent une croissance parmi les musulmans et les non-musulmans de la ville, en raison du développement de l'éducation. La fin du 19e siècle et le début du 20e voient se développer les professions libérales. On assiste en particulier à une augmentation du nombre de médecins. On a un grand nombre de médecins, d'avocats dans la communauté juive et de pharmaciens, d'instituteurs et de journalistes. Ces derniers étant appelés à jouer un rôle important dans le développement de la presse, et on sait bien que le développement de la presse dans la communauté juive est très, très important et donne lieu si vous voulez, au clivage idéologique de l'époque pendant la préparation des jeunes turcs. La diversification professionnelle au sein de la communauté juive de Salonique, obtenue par les biais de l'éducation, apporta une certaine amélioration, non seulement de la situation financière, mais aussi de la position sociale des Juifs. Cependant, la question qui se pose ici est de savoir si les couches sociales les plus défavorisées de la communauté purent également profiter du développement de l'éducation dans la communauté juive. Il est difficile de répondre à cette question avec certitude avant le début du XXe siècle, étant donné la détresse et la pauvreté des Juifs dont se font écho les lettres du président du comité local, Moïse Alatini, et plus tard du vice-président Charles Alatini. Qu'est-ce qu'il dit? Il écrit en 1894, « Notre population israélite traverse en ce moment une crise bien grave, car en dehors de nombreux réfugiés russes qui se trouvent dans notre ville, c'est après la guerre avec la Russie, la guerre de 1876-18, nous avons ainsi, que vous le savez, une proportion énorme de pauvres indigènes. Il s'agit des réfugiés russes d'origine juive qui viennent vers Salonique. La communauté juive connut certes une prospérité tout en comptant desserrant une importante population de pauvres. Néanmoins,
vers la fin du 19e siècle, considérait que les 6 à 7% seulement de la population juive jouissait d'une aisance reconnue. Aux élections pour l'administration de la communauté, participaient seulement 10% de la population juive. Ce qui se passait également dans la communauté grecque. Pour être électeur, il fallait avoir une certaine fortune, un certain revenu annuel. Si notre revenu annuel n'arrivait pas à une certaine somme, on n'avait pas le droit de voter pour l'administration de la communauté. Donc, on ne participait pas à l'administration des communautés. Ça se passe dans la communauté grecque aussi. Il apparaît donc qu'une partie importante de la population juive de Salonique n'avait pas la possibilité de participer à la gestion de la communauté qui se trouvait entre les mains des groupes socio-économiques puissants, ce qui est significatif de la stratification socio-économique de la communauté juive. Je termine. Pour en finir, les mutations socio-économiques dues à la conjoncture politico-économique de l'époque, comme au développement de la position commerciale et économique de la ville et aux premières tentatives d'industrialisation, se manifestent par l'existence de nouveaux groupes sociaux et apportèrent un renouvellement de la structure sociale de la ville à l'aube du XXe siècle. Le progrès socio-économique au sein de la communauté juive comportait des éléments constitutifs d'une nouvelle structure sociale au sein de la société juive et indique très clairement une société en pleine mutation dans Salonique de la fin du 19e et à l'aube du 20e siècle. Je vous remercie de votre patience.